Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. Au lendemain de la grande conférence de presse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le déblocage des routes régionales reste le dossier le plus brûlant et le plus complexe pour l'Arménie. Et sur ce point, deux visions, deux récits radicalement opposés s'affrontent. D'un côté, la position défendue hier encore par le Premier ministre, le projet du carrefour de la paix fondé sur la souveraineté et la juridiction arménienne. De l'autre, la certitude affichée par Bakou, qui considère que, soi-disant, le corridor de Zangezur est une réalité inéluctable, déjà actée par la communauté internationale. Alors, simple guerre des mots ou véritable bras de fer géopolitique? Les détails dans le reportage qui suit. Et en Arménie même, beaucoup ne croient pas aux assurances du Premier ministre, estimant que ce projet va à l'encontre des intérêts du pays et menace l'inviolabilité de ses frontières. L'Arménie a depuis longtemps exprimé sa position sur le déblocage des communications régionales à travers son projet du carrefour de la paix. C'est ce qu'a réaffirmé le Premier ministre Nikol Pachinian. L'Arménie est intéressée par l'ouverture des communications, y compris des liaisons entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des liaisons de l'Azerbaïdjan vers l'Azerbaïdjan via le territoire arménien, le commerce bilatéral et le transit international depuis l'Arménie vers des pays tiers via l'Azerbaïdjan et inversement. Mais à Bakou, le discours est tout autre. On se dit convaincu que le fameux corridor de Zangezur s'ouvrira quoi qu'il arrive et que le monde entier en discute déjà les bénéfices. Les processus en cours montrent que le sujet du corridor de Zangezur est de plus en plus activement débattu. Sa non-ouverture ne figure à l'ordre du jour de personne. Tout le monde sait qu'il s'ouvrira, sans équivoque. Certains États de la région et au-delà font tout pour profiter des opportunités stratégiques qu'il offre. Notre président l'a dit, le corridor de Zangezur s'ouvrira, point final. C'est aujourd'hui une réalité. Le monde entier parle de ses perspectives. La question de son existence ne se pousse plus. Le monde discute désormais de son importance non seulement géopolitique, mais aussi économique. Interrogé sur la déclaration de l'ambassadeur américain en Turquie qui aurait proposé de louer pour 100 ans la partie du territoire arménien reliant l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan, Nikol Pachinian a martelé que toute proposition devait respecter la souveraineté arménienne. L'Arménie ne renoncera pas à cette route, c'est notre agenda, c'est nous qui l'avons proposé au monde. Nous examinons toutes les propositions sur la base de la souveraineté et de la juridiction de la République d'Arménie. Pour l'internationaliste Garnik Davtyan, la mise en œuvre du projet de corridor de Zangezur compliquerait la restauration de l'Arménie en tant qu'État. La souveraineté n'est pas conditionnelle, elle s'exerce sur votre territoire. Déléguer un territoire comporte d'immenses risques, affirme l'expert. L'Azerbaïdjan est passé maître dans l'art de la désinformation. Ne pourrait-il pas un jour prétendre que ces cargazons ont été attaqués et déclarer « peu importe les États-Unis ou qui que ce soit, je dois assurer cette sécurité moi-même » ? Ou bien un vol pourrait avoir lieu et il accuserait la partie qui devait assurer la sécurité, exactement comme ce qui s'est passé avec les soldats de la paix russe en Artsakh. D'abord, on les a démonisés, présentés comme une force inefficace, même s'ils n'étaient pas là pour combattre mais pour empêcher la guerre, et à la fin, ils sont partis. Ce même scénario se projetterait sur le corridor de Zangezur. Le Premier ministre a assuré qu'il existait déjà de nombreux cas de délégation en Arménie, mais que toutes ces entreprises restaient la propriété du pays. Un argument que conteste le politologue Gevog Pogosyan, pour qui toute délégation est une perte de souveraineté. Les autorités arméniennes répètent que l'Azerbaïdjan et la Turquie pourraient utiliser les routes arméniennes selon la même logique que la Géorgie et l'Iran. Mais l'Azerbaïdjan n'en veut pas, car cela nécessiterait des relations diplomatiques minimales, des protocoles interétatiques, plusieurs accords. L'Iran, de son côté, suit avec inquiétude les négociations de paix, notamment les arrangements concernant ce corridor. Une préoccupation que résume Aram Shah Nazarian, rédacteur en chef du quotidien Alik de Téhéran. Les cercles d'experts iraniens l'appellent le corridor touranien de l'OTAN. Pour eux, la réalisation du corridor de Zangezur est une étape clé du plan monstrueux anglo-sioniste visant à inclure tout le Caucase du Sud dans le Touran, ce qui représente de graves menaces de sécurité et d'intégrité territoriale de l'Iran. Ils sont convaincus que la prochaine cible sera sans équivoque l'Iran. Face à ces pressions, le Premier ministre arménien continue de marteler que la solution ne peut se trouver que dans le cadre de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la juridiction de l'Arménie. Mary Danielian, Anna Arutinian, Monika Ariyurian, Vardan Pogosyan, Reopen Media. Hier, le Premier ministre arménien a mis fin à l'ambiguïté. À la question « L'Arménie veut-elle rejoindre l'Union européenne ?», sa réponse a été un oui, franc et massif. Un objectif salué par Bruxelles, mais qui suscite ici un profond scepticisme. D'un côté, la promesse d'un avenir aux standards européens. De l'autre, le spectre des conséquences géopolitiques et les doutes sur la capacité réelle du pays à se réformer.
Alors, l'ambition est-elle réaliste? L'Arménie a-t-elle les moyens de ce virage historique vers l'Europe et son avenir prometteur? Le reportage d'Anna Harutyunyan. La question nous a été posée, et elle continue de l'être, l'Arménie veut-elle devenir membre de l'Union européenne? Ma réponse a été oui, l'Arménie veut devenir membre de l'Union européenne. Une déclaration claire, mais ce rapprochement avec l'Union européenne pourrait avoir des conséquences en demi-teinte, prévient le spécialiste des relations internationales Garnik Davtyan, qui rappelle les exemples de la Géorgie et de l'Ukraine. Plusieurs pays de l'ex-URSS, notamment la Géorgie et l'Ukraine, ont tenté cette expérience d'aller vers l'Ouest, l'OTAN, l'Union européenne, etc., et se sont heurtés à de très graves problèmes économiques, politiques et territoriaux. Ils ont fait face à de graves guerres, et l'Ukraine en est aujourd'hui l'exemple. Avec des mesures concrètes, je ne pense pas que le jour de l'adhésion à l'UE soit si lointain, mais c'est aussi un défi pour le pouvoir. Combien de lois doivent être changées? Combien de méthodologies? Combien d'opportunités créées? Ils n'en sont pas capables. Le Premier ministre Nicol Pachinian souligne lui-même que le chemin vers l'Union européenne exige des réformes globales, tout en ajoutant que le processus de libéralisation des visas avance, lui, avec succès. Nos partenaires européens et nous-mêmes avons constaté que l'adhésion d'un pays à l'UE n'est pas un processus simple. D'abord, tous les membres doivent être d'accord, et tout aussi important, le pays candidat doit répondre aux standards de l'Union européenne. Selon certains analystes, l'implication de l'UE dans le Caucase du Sud n'a pas toujours été positive. Pour Garnik Davtyan, elle a même souvent contribué à l'escalade des tensions. L'activisme de l'Union européenne dans le Caucase du Sud ces derniers temps a eu un effet très négatif, notamment concernant la perte de l'Artsakh. Ce même Charles Michel, en octobre 2022, a parlé de la dégradation du statut du corridor, après quoi nous avons vu que cela a mené à un exode arménien complet, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu l'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. L'Arménie a donc adopté une stratégie spécifique qui, selon Nicol Pachinian, lui permettra de poursuivre sur sa voie. Même en cas de non-adhésion, l'Arménie deviendrait un pays répondant aux standards européens modernes. La responsable des relations extérieures de l'UE, Kaja Kallas, avait déclaré lors de sa visite que l'Arménie et l'Union européenne n'avaient jamais été aussi proches, un propos repris par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Mais pour certains analystes, cette affirmation n'a aucun fondement logique. Bien sûr, les relations de la République d'Arménie avec l'Union européenne ont toujours été bonnes, et je dois absolument le souligner, avant 2018. Nous oublions que sur la question de la reconnaissance du génocide arménien, il y a eu des actions très influentes en Occident, notamment en Europe. Il y a eu des changements majeurs dans la politique étrangère arménienne, des relations amicales se sont nouées. Et cela ne s'est pas fait pour les beaux yeux de l'Arménie, mais grâce au travail de diplomates et d'hommes politiques compétents. Le politologue Gourgen Simonian en est convaincu. L'Arménie et l'Union européenne sont historiquement proches. Pour lui, une sortie de l'Union économique eurasiatique ne présenterait pas de danger. L'Union économique eurasienne s'est épuisée. Ce marché est sous sanction. C'est une atmosphère qui ne nous est pas amicale. Nous n'allons pas croître ni nous développer dans cet espace. Et nous aurons des risques. On nous mettra aussi sous sanction car nous serons considérés comme une fenêtre permettant de les contourner. À la question de savoir quand Nicol Pachinian se lèvera du fauteuil de l'UE pour s'asseoir sur celui de l'UE, le Premier ministre a répondu qu'il ne se lèverait d'aucun fauteuil, mais qu'il continuerait simplement sa stratégie de réforme. Anna Harutyunyan, Vardan Pogossian, Annie Ovanissan, Stepan Tigranian, Riopen Media. La réplique de Moscou ne s'est pas fait attendre. Au lendemain de la conférence de presse de Nicol Pachinian, le Kremlin a choisi une réponse à double tranchant. Officiellement, quitter l'organisation du traité de sécurité collective est une question souveraine pour l'Arménie. Mais derrière cette formule diplomatique convenue, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a glissé une mise en garde à peine voilée. Il a pointé du doigt les contradictions d'une politique étrangère menée par Yerevan, qui se détourne de son allié historique tout en courtisant d'autres blocs. En même temps, ils sont intéressés par l'organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire qu'ils mènent, à ce qui leur semble, une politique multivectorielle. Mais nous, bien sûr, nous sommes intéressés par une interaction maximale dans tous les vecteurs, dans toutes les directions. En plus des formats multilatéraux, nous sommes unis par des relations bilatérales très étroites, et nous avons l'intention de les développer davantage. Nous savons ce que l'adhésion à l'Union économique eurasiatique apporte à l'Arménie, par exemple. Nous verrons ce qu'apportera le rapprochement avec l'Union européenne. Tout se vérifie par la comparaison. Sur un autre front diplomatique, c'est la nouvelle exigence martelée par Bakou, le retour des réfugiés azerbaïdjanais en Arménie. Une revendication présentée comme un droit humanitaire, mais que beaucoup ici analysent comme un prétexte. Un prétexte pour exiger une présence militaire et policière en territoire arménien et à terme pour appuyer des revendications territoriales. L'Azerbaïdjan tente de rendre cette thèse acceptable sur la scène internationale.
Face à cette exigence, et pour ceux qui pourraient croire naïvement à ce prétexte humanitaire, un rappel historique s'impose. Il faut se souvenir que les Arméniens vivaient au cœur même de Bakou, dans des quartiers bien définis et dans les villes avoisinantes, selon les seules données de 1980, sur une population d'un peu plus d'1 million d'habitants dans la capitale azerbaïdjanaise, plus de 300 000 étaient arméniens. Mais après le pogrom organisé à Sumgait, à Bakou ou encore à Maragha, cette communauté arménienne séculaire a été anéantie. Les survivants ont fui, abandonnant tous leurs biens. Entre 1988 et 1991, au total, ce sont près de 500 000 Arméniens qui ont été chassés d'Azerbaïdjan. Alors, que dit l'histoire? Comment les Azerbaïdjanais ont-ils réellement quitté l'Arménie à la fin des années 90? Et que cache cette offensive diplomatique? Dans notre reportage. Face aux déclarations de Bakou sur le retour des réfugiés azerbaïdjanais, la défenseure des droits de l'homme Larissa Alaverdian rappelle un fait essentiel. Leur départ d'Arménie s'est déroulé en 2 vagues. Le premier groupe, environ 157 000 personnes, a quitté le pays juste avant le tremblement de terre du 7 décembre 1988. En fait, ils ont abandonné l'Arménie et ce très rapidement. Cela s'est produit en parallèle, en novembre 88, avec le procès public à Moscou de l'un des meurtriers de Sumgait, ce qui était un événement presque unique. Notons qu'à la même période, plus de 240 000 Arméniens étaient expulsés de force de Bakou. Sur les quelques 6 000 Azerbaïdjanais qui vivaient à Erevan, 87 à 90% ont vendu ou échangé leurs appartements et maisons avec des Arméniens de Bakou qui avaient pu s'échapper. Souvent, les Arméniens ont dû échanger leurs immenses propriétés contre des logements bien plus petits, en payant même un supplément. Ils donnaient cet argent et souvent ils pouvaient acheter des biens de valeur, parfois même de simples étables, et ils prenaient quand même. L'observation de Larissa Alaverdian soulève une question évidente. S'il y a eu des échanges ou des ventes, où exactement comptent-ils revenir aujourd'hui? La partie active des Azéris se montrait hostile, craignant que les Arméniens, après les massacres de Sumgait, ne leur fassent subir quelque chose en retour. Alaverdian raconte un incident de cette époque. À Vanadzor, des Azerbaïdjanais ont attaqué un village arménien et le village s'est défendu. Ils ont utilisé cet événement comme prétexte pour dire « Voilà, les Arméniens expulsent les Azerbaïdjanais ». Le mode opérateur azerbaïdjanais n'a pas changé, utiliser la provocation et le mensonge pour attirer l'attention et se présenter en victime. Alaverdian se souvient s'être rendue à Sissian à l'époque avec son mari pour comprendre pourquoi les Azerbaïdjanais quittaient leur maison. Montrant la direction de l'Azerbaïdjan, il a dit « Ils nous l'ont dit ». Les véhicules arrivaient et s'arrêtaient. Même les troupes soviétiques participaient à l'opération. Les Azerbaïdjanais vivant en Arménie s'occupaient principalement d'élevage. Un maire de village de la région de Massis est venu me voir et m'a dit « Laissez-moi vous montrer les lettres de remerciement qu'ils nous envoient encore aujourd'hui pour l'aide que nous leur avons emportée. » Alaverdian l'assure, aujourd'hui, aucun Azerbaïdjanais ne demande à revenir en Arménie. Là-bas, en Azerbaïdjan, ils subissaient des pressions parce qu'ils étaient arméniens. Ainsi, la majorité des Azerbaïdjanais qui ont quitté l'Arménie se sont installés principalement en Russie. Entre 1988 et 1997, plus d'1 demi-million d'Arméniens ont été expulsés de force de la capitale et des autres régions d'Azerbaïdjan. 360 000 d'entre eux ont été enregistrés en Arménie, les autres sont partis à l'étranger. L'Azerbaïdjan soviétique a reçu du comité d'État soviétique du travail 72 millions de roubles, ce qui valait à l'époque 80 à 90 000 $. Aujourd'hui, ce serait 3 à 4 fois plus. Contrairement à l'Azerbaïdjan, les Arméniens n'ont reçu aucune compensation. À la place, ils ont reçu une aide humanitaire et d'urgence en tant que pays sinistré par le tremblement de terre. L'Arménie a tenté avec ses propres moyens d'organiser l'accueil des réfugiés arméniens rescapés d'Azerbaïdjan. Ni l'Azerbaïdjan soviétique, ni l'Azerbaïdjan nouvellement indépendant n'a jamais versé aucune compensation. Aucune indemnisation n'a eu lieu. Lorsque l'Azerbaïdjan parle de ces réfugiés, il souligne sur diverses plateformes que leur sécurité devrait être assurée soit par l'armée azerbaïdjanaise, soit par ses propres forces de police. En réalité, ils vont les amener pour créer ici des kibboutz à l'israélienne, c'est-à-dire des points militaires d'où ils organiseront des provocations. Ce programme est planifié de longue date, affirme Larissa Alaverdian. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont un objectif commun, la destruction de l'État arménien. Ni la Turquie ni l'Azerbaïdjan ne cachent leur objectif. Quand ils parlent de réinstallation, ce n'est qu'un prétexte.
La preuve la plus éclatante en est la rhétorique d'Aliyev, qui qualifie une grande partie de l'Arménie d'Azerbaïdjan occidental. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau, note la défenseur des droits de l'homme. Selon elle, nous avons eu amplement le temps de prendre conscience et d'être vigilants, mais nous avons traité avec mépris les avertissements des spécialistes. Narine Goukassian, Reopen Media. Maintenant, sur le va-et-vient des Arméniens déplacés de force de l'Artsakh. C'est un geste lourd de sens qui vise à effacer les dernières traces institutionnelles de la République d'Artsakh. Le gouvernement arménien a engagé une procédure judiciaire pour saisir le bâtiment de la représentation permanente du Haut-Karabakh à Yerevan. Ce bâtiment qui abrite aujourd'hui les dirigeants en exil de la région est leur dernier bureau officiel. Les raisons de cette action restent floues, mais pour les responsables du Karabakh, le mobile est clair. Il s'agit d'une purge politique orchestrée par le Premier ministre Pachinian à la demande de Bakou. Aliyev détruit nos institutions étatiques à Stepanakert. Et maintenant, le gouvernement de Pachinian veut nous confisquer notre seul et unique bâtiment ici, à Erevan. Cette action en justice est une vengeance, rien de plus. Un mot de l'actualité en Turquie, où le maire d'Istanbul et principal chef de file de l'opposition Ekrem İmamoğlu a été condamné à 1 an et 8 mois de prison pour insulte publique envers un fonctionnaire et menace. En cause, ses déclarations visant le procureur général d'Istanbul, dont il avait mis en doute l'honnêteté. Il a toutefois été acquitté de l'accusation de représailles contre des personnes engagées dans la lutte contre le terrorisme. L'opposant qui avait été arrêté en mars, ce qui avait provoqué des manifestations de masse, a toujours nié les faits et qualifié son arrestation de persécution politique, intervenue juste après sa désignation comme candidat unique de l'opposition pour prochaines élections présidentielles. Le bras de fer entre le businessman puissant Samvel Karapetyan et le gouvernement arménien prend une nouvelle tournure très judiciaire. Les autorités ont dévoilé une nouvelle charge de fraude et de blanchiment d'argent contre l'homme d'affaires. Cette annonce intervient et ce n'est sans doute pas un hasard. 3 jours seulement après que Karapetyan a confirmé vouloir lancer son propre mouvement d'opposition. La défense de son côté crie à la persécution politique. Il est évident qu'en Arménie, l'accusation de blanchiment d'argent est récemment devenue l'inculpation la plus répandue appliquée systématiquement dans le contexte exclusif de règlement de comptes politiques. Durant cette période, et malgré l'absence d'un examen effectif de notre appel devant la Cour pénale d'appel, le caractère manifestement infondé de l'accusation d'appel à la prise de pouvoir, celle qui a justifié la mise en détention de l'homme d'affaires, l'illégalité de cette détention ainsi que la nature de persécution politique de l'ensemble de la procédure pénale sont devenus clairs pour tout observateur impartial. Et pour terminer ce journal, une touche de glamour et de fierté. C'est sur le pont historique du château de Saint-Age à Rome où résonnent encore les échos de l'Empire que la maison Dolce & Gabbana a présenté sa dernière collection masculine. Et parmi les mannequins, un visage a particulièrement marqué les esprits, celui d'Ashot Grigorian, originaire de Vanadzor. Ce jeune homme qui a grandi en France a littéralement crevé l'écran dans l'une des tenues les plus spectaculaires du défilé. Avec son physique expressif et sa discipline de boxeur, il incarne parfaitement l'esprit de la maison italienne. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 17 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain. À très vite.